7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h42, mercredi dernier, la Turquie lançait une attaque militaire contre des zones kurdes au nord de la Syrie. En fin de semaine, l'ONU comptait plus de 100 000 déplacés. Cette opération militaire rebat les cartes dans la région et pose de nombreuses questions. Quels sont les objectifs poursuivis par le président turc Erdogan? Doit-on craindre une résurgence de l'État islamique dans la région? Et quel sort sera réservé aux Kurdes? Bonjour, docteur Frédéric Tissot. Bonjour. Vous êtes médecin humanitaire chargé d'enseignement à Sciences Po. Vous êtes ancien consul général de France à Erbil, autrement dit dans le Kurdistan irakien. Que suscite en vous cette situation? C'est absolument terrible, car cela fait longtemps que les Kurdes se retrouvent à chaque fois perdants, alors qu'ils ont combattu énormément contre Daesh, et avant contre d'autres, comme Saddam Hussein par exemple, ou comme le régime de Bachar el-Assad, et avant d'Hafez el-Assad. Mais surtout, c'est que depuis 1920, la chute de l'Empire ottoman, les Kurdes qui sont répartis sur ces 4 pays que sont la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, sont l'objet de tentatives de génocide. Enfin, on l'a vu déjà, effectivement, et quand j'emploie le mot génocide, c'est exact. En mars 88, il y a eu un bombardement chimique à Halabja, 5000 morts en 1 seconde. Guillaume, en 1 seconde. C'est pas en 15 ans, non. Il faut rappeler, Frédéric Tissot, dans quel contexte a eu lieu ce bombardement et ce massacre? Oui, écoutez, quel que soit le contexte, il y a eu massacre et tentative de génocide. Effectivement, c'était à l'époque de la guerre entre l'Irak et l'Iran. Tout n'était pas clair. Les Kurdes ont toujours été obligés de s'allier avec son pire ennemi. Nous allons le voir aujourd'hui en parlant de Rojava, de la Syrie et du Kurdistan de Syrie. Juste pour en terminer avec ce qui s'est passé en 1988, si tout n'était pas clair, le bombardement, il est le fait de Saddam Hussein. Oui. Et à cet égard, là, pour le coup, il y a, à mon avis, 2 certitudes. Tout d'abord, le fait que c'est Saddam Hussein qui a massacré ces Kurdes, et puis aussi le fait de voir que l'Occident, une fois de plus, a laissé ces Kurdes massacrés sans réagir. Est-ce qu'on peut dire ça, Frédéric Tissot? Tout à fait, oui. Et alors, on l'a dit, mais c'est tout. Ce sont les Kurdes qui meurent à chaque fois. Ce n'est pas la communauté internationale qui meurt. Ce sont les Kurdes. Des papas, des mamans, des enfants, des grands-mères, des grands-pères, des combattants, bien sûr. Je les connais, je les ai vus, j'ai parlé leur langue. Ce sont les Kurdes qui sont à chaque fois génocidés. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'il se passe, que souhaite le président Erdogan? Il l'a déjà dit, vous l'avez évoqué, mais il l'a déjà dit. Il souhaite qu'il y ait, il l'a dit, tuer tous les terroristes. Mais qui sont les terroristes? Les Kurdes. Comment se fait-il qu'un pays, un peuple tout entier est responsable et terroriste? Ce n'est pas possible. Et il va bien falloir, ça fait quand même très longtemps, vous l'avez rappelé, que j'ai été médecin humanitaire et diplomate et autre chose encore. Il faut quand même se poser des questions. Et comme je le dis à mes étudiants de Sciences Po, posez-vous les bonnes questions. À qui profitent toutes ces guerres? À qui? À qui? Mais vous le savez, à nous. À nous. Qui est-ce qui vend les armes? C'est nous. Et moi, j'étais très fier à une époque où nous vendions des armes pour faire la guerre. À qui? Mais à qui voudra bien acheter les armes? Frédéric Tissot, il faut rappeler qui sont les Kurdes, d'abord parce que c'est probablement la première diaspora au monde. Oui. Ils sont dans une situation extrêmement compliquée, à cheval donc sur 4 territoires, vous l'avez dit. Bref, ces Kurdes que vous connaissez bien, dites-nous qui ils sont et comment s'organise cette diaspora qui rassemble aujourd'hui pratiquement 50 millions de personnes. Oui, c'est un chiffre haut qui, ça représente effectivement
le peuple kurde qui est réparti dans ces 4 pays notamment, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, y compris en Europe. Ce sont des représentants d'une tribu, d'une immense tribu, d'un peuple, d'une nation qui a été oubliée au moment de 1920. On a beaucoup parlé des accords Sykes-Picot, mais qui était Sykes et Picot? C'était un diplomate anglais et un diplomate français. Et c'est eux-mêmes, ces 2 personnages, qui ont effectivement rédigé, écrit le futur du peuple kurde. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont défini des frontières, ils ont défini des frontières avec une règle et un compas, et pas de gomme. Pas de gomme, et en oubliant un État. Tout à fait, en oubliant une nation entière. Comment cela se fait-il? Il faut être humanitaire, il faut être diplomate, il faut faire de la politique, il faut se boucher les oreilles, se cacher les yeux. Ils ont oublié donc les Kurdes, lesquels se sont retrouvés sur 4 territoires avec des situations assez différentes. Lesquels, Frédéric Tissot? Tout à fait. Vous savez qu'en Iran, c'était le Shah d'Iran qui a été renversé par le Khomeini. Et depuis, ce régime est assez impopulaire et criminel vis-à-vis de... Parce qu'il, lui non plus, ne supporte pas qu'il y ait des Kurdes dans cette région. Mais ils étaient là il y a bien longtemps, ces Kurdes. En Turquie, depuis que Atatürk avait mis en place un État laïque, ça a été effectivement une époque où beaucoup de Turcs se rendaient compte qu'enfin la Turquie allait devenir un grand pays, qui était proche de rentrer en Europe. Mais qu'est devenu M. Erdogan? Il est devenu fou pour faire la guerre, membre de l'OTAN. Mais à qui fait-il la guerre? À nous. Ces Kurdes ont combattu Daesh, notamment les Kurdes de Syrie, tous, mais notamment les Kurdes de Syrie. Comment se fait-il qu'un membre de l'OTAN condamne par avance toute une nation? Monsieur Erdogan le dit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il le répète. Pourquoi? Car ce sont tous des terroristes. Mais il les connaît. Quel est le point commun entre ces Kurdes qui vivent donc les uns en Iran, les autres en Irak, en Syrie et puis en Turquie, avec cette bande d'un peu plus de 30 kilomètres qui aujourd'hui est l'enjeu de cette offensive menée par le président turc Erdogan? L'enjeu, bien entendu, c'est une vieille idée qui avait été sortie dès 2000, dès le début de la crise en Syrie, de faire en sorte qu'il y ait une bande qui serait dominée par la Turquie et qui pourrait ainsi maintenir l'ordre. Quel est l'ordre de M. Erdogan lorsqu'il va dans un pays étranger? On le connaît tous. On le connaît tous. C'est à chaque fois une dictature. Et M. Erdogan l'a dit. Mais est-ce que M. Erdogan est notre allié? Et l'allié des valeurs que porte la France? C'est terrible. Pardon de vous poser ces questions, mais je demande à mes étudiants à Sciences Po, que vous avez aussi l'honneur d'enseigner, de se poser ces questions. Il faut absolument que l'on se pose ces questions. À qui? Mais à qui profitent ces guerres? Pardon, c'est mon leitmotiv ce matin, ça fait longtemps. Il y a donc 4 situations différentes dans le Kurdistan. Pourquoi y a-t-il au Kurdistan une organisation très différente de celle qu'on observe dans la région, avec notamment une culture différente, une place des femmes différente? D'où cela vient-il, Frédéric Tissot? Mais tout cela vient de la culture que chaque partie du Kurdistan, comme on l'a dit sur ces 4 pays, chaque pays, depuis 1920, s'est développé de manière particulière. Bien entendu, et on le voit très bien quand on y arrive. Quand vous allez au Kurdistan de Turquie, on dirait des
des Turcs. Ils sont habillés comme Atatürk le voulait. Et ils écrivent avec des caractères latins, car Erdogan avait souhaité que l'on change l'écriture. Pas Erdogan, excusez-moi. Atatürk. Atatürk, merci beaucoup. Avait décidé de cela. En Syrie, il y a eu effectivement un processus tout à fait intéressant de démocratie, de tentative, bien sûr, de démocratie qui est extrêmement intéressant, avec, comme vous le savez, et que Caroline Forrest montre bien dans son film Sœurs d'armes, hein, comment les femmes ont une place tout à fait reconnue et tout à fait importante, parce qu'elles combattent. Ce n'est pas... dans toutes les parties kurdes, les femmes ont toujours pris une place importante. Ça veut dire qu'elles sont shahides, comme on dit. Elles sont martyrs. Hein, elles meurent, elles aussi. Et il y a différentes forces armées chez les Kurdes. Il y a donc les YPG, qui sont ceux que l'on a utilisés, instrumentalisés, bref, vous utiliserez le verbe que vous voudrez, contre l'État islamique, qui représente environ 50 000 soldats. Et il y a eu des pertes extrêmement importantes. On considère que plusieurs milliers d'entre eux, peut-être 8 000, sont morts contre l'État islamique. Il y a aussi les Peshmerga. Alors là, c'est au Kurdistan irakien. Bref, expliquez-nous, Frédéric Tissot, quels sont les points communs et les différences entre ces différentes portions du peuple kurde, lesquelles ne sont pas forcément d'accord entre elles. Mais jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a eu des différences extrêmement importantes. Mais ils habitent tous sur le territoire du Kurdistan, le Kurdistan qui existait sous l'Empire ottoman, hein, et qui a été divisé en 4, je le répète, sans qu'on leur demande l'autorisation. Ils parlent tous le kurde, une langue où il y a 2 dialectes principaux, comme beaucoup comment dirais-je, aidez-moi, monsieur Guillaume. De langues, pardon. Qui sont aujourd'hui utilisées. Tout à fait. Justement, au-delà donc de ces spécificités qui sont des spécificités propres aux Kurdes, est-ce qu'il y a des forces politiques qui s'affrontent entre elles? Est-ce que... Oui, bien sûr, car tous n'ont pas les mêmes idées, la même idéologie, mais tous, en tout cas, ont combattu Daesh. Quand vous dites qu'on les a utilisés, mais c'est eux-mêmes qui étaient là pour combattre Daesh, car ils ne soutenaient pas une telle dictature aussi de Daesh. Ils ne sont pas du tout comme ça, les Kurdes de Syrie. Ils ne sont pas religieux à vouloir couper la tête de tous ceux qui ne crient pas Allahu Akbar. C'est tout, comme nous. Partout, c'est comme ça. Et donc, ces Kurdes ont préféré défendre les valeurs, et je les connais par cœur, défendre les valeurs de l'Occident, enfin des valeurs universelles. Ce n'est pas les valeurs de l'Occident, c'est les valeurs que beaucoup de Kurdes partagent. Mais alors, a-t-on raison de dire que les YPG, donc ces Kurdes qu'on a utilisés contre Daesh ou qui ont décidé de se lancer contre Daesh, a-t-on raison de dire qu'ils sont en désaccord avec les Peshmerga? Non, mais ce sont des différences d'appréciation. Quand vous habitez au Kurdistan d'Irak ou au Rojava, comme on dit, on n'a pas les mêmes idées par rapport à... on pourrait dire que, par exemple, l'Irak, peut-être, c'est un peu... Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs partis. Il y a des partis qui sont totalement identiques, j'allais dire, au YPG, comme vous dites. Et d'autres au Kurdistan d'Irak qui sont moins démocratiques que le YPG. C'est tout. Alors, effectivement, ils ne se sont pas très bien entendus, et ça, je peux le dire, j'étais très mécontent de cela, et d'autres... Puisque vous avez été consul au Kurdistan tout à fait. Donc vous avez assisté à ces affrontements? Tout à fait. Il y avait des affrontements au sein du Parlement, mais aussi parfois sur le terrain, ce qui n'est pas extraordinaire pour les Kurdes, s'ils veulent que quelqu'un d'autre les aide.
à l'extérieur. Mais il faut voir dans quelle situation ils étaient. Eux aussi souhaitent développer leur pays de la façon dont qu'ils souhaitent. Et ça, effectivement, c'est une difficulté majeure. Aujourd'hui, on les a abandonnés, mais vous vous rendez compte ce qu'a dit, comment s'appelle-t-il, M. Trump? C'est la communauté internationale, ce que dit M. Trump? Non, c'est le président des États-Unis. Erdogan les traite de terroristes. Auparavant, le PKK, qui est une autre fraction parmi les Kurdes, autrement dit les forces de défense du peuple. Alors a priori, c'est une force qui est numériquement beaucoup plus modeste. Il y aurait environ 5000 membres du PKK. Elle a été classée organisation terroriste, notamment par les États-Unis. Pourquoi, Frédéric Tissot? Mais parce qu'à un moment donné, il faut se souvenir que lorsque le PKK a été formé, il était face à un gouvernement, c'était en 1978, c'était vis-à-vis d'un gouvernement qui avait déjà été plusieurs fois sujet à coup d'État, et c'était les militaires turcs qui s'étaient épris de démocratie pour diriger la Turquie. Et en sachant qu'il était hors de question qu'un Turc ne soit pas turc. Malheureusement, il se trouvait qu'il y avait des Turcs, mais qui étaient kurdes. Tout simplement, ils n'avaient pas le même langue, le même territoire, les mêmes habitudes. Et ça a été une catastrophe, parce qu'à l'époque, on s'en est pas occupé, j'allais dire. Mais même si tous les défenseurs humanitaires, des droits de l'homme, etc., tous nos chercheurs savaient très bien ce qui se passait. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, Frédéric Tissot? Vous êtes médecin humanitaire, vous connaissez la région. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est possible d'imaginer pour venir en aide aux Kurdes? Il faut toujours respecter l'autre. Et je pense qu'il faut aujourd'hui donner toute sa considération au peuple kurde. Il faut, et ça c'est très bien, je m'en félicite, que le Conseil de sécurité se réunisse à ce sujet-là, et que l'ensemble de la communauté internationale, mais on va parler de la communauté internationale, condamne cette tuerie qu'est en train d'organiser Erdogan, mais y compris que ce soit M. Poutine, M. Macron, etc., etc. C'est à eux de prendre ces décisions. C'est eux qui peuvent faire la guerre et c'est eux qui doivent faire la paix. Frédéric Tissot, vous êtes médecin humanitaire, ancien consul général de France à Erbil dans le Kurdistan irakien. On se retrouve dans quelques instants. Vous serez rejoint par Frédéric Ancel qui va nous expliquer quelle est la géopolitique de la région et comment l'offensive en cours peut rebattre les cartes. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et oui, depuis mercredi, la frontière entre la Turquie et la Syrie s'embrase après l'intervention militaire décidée par le président turc Erdogan. En quoi cette opération bouleverse-t-elle les équilibres dans la région? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un homme qui connaît très bien les Kurdes pour avoir vécu avec eux, Frédéric Tissot, ancien consul à Erbil au Kurdistan d'Irak, enseignant à Sciences Po, et puis un géopolitologue que nous accueillons, Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Frédéric Ancel, une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss sur les menaces du président Erdogan. Oui, il en profère beaucoup, depuis longtemps maintenant, depuis le grand tournant que je qualifierais d'islamo-nationaliste du pouvoir turc, c'est-à-dire 2008, 2009, 2010. Il en profère sur les réfugiés, effectivement, syriens. Donc il utilise cette épée de Damoclès, considérant que si nous ne nous soumettons pas à sa volonté, eh bien, il laissera se déverser environ 3 millions de réfugiés en Europe. Et ce qui est une fausse épée de Damoclès, ou une épée de Damoclès en carton. Parce qu'aujourd'hui, très officiellement, la raison principale de l'offensive de M. Erdogan au nord de la Syrie, alors c'est effectivement pour chasser les prétendus terroristes, mais c'est aussi, et sans doute surtout, pour refixer ces fameux 3 millions de réfugiés syriens de l'autre côté de la frontière.
Alors, autrement dit, s'il veut les placer au nord de la Syrie, c'est qu'il ne va pas nous les envoyer entre guillemets. Autrement dit, je pense que nous serions en tort, moralement bien sûr, mais aussi géopolitiquement, de croire M. Erdogan et de nous soumettre à sa volonté. Parce qu'elle est aujourd'hui tout à fait ambiguë et en réalité irréalisable. Il a déjà joué avec les réfugiés. Erdogan a également déjà joué avec les djihadistes, puisque on sait qu'il a été très largement passif dans ces djihadistes qui franchissaient la frontière turque vers la Syrie pour aller faire le djihad là-bas. Est-ce que finalement vous êtes aussi sûr que cela, que ces menaces sont des menaces en l'air, Frédéric Ancel ? Elles sont en l'air dans la mesure où nous ne sommes pas unis. M. Erdogan est fort de notre faiblesse. Et ce qui a été dit est extrêmement juste. Soit l'Europe est unie, soit elle ne l'est pas. Notamment sur cette question. Je rappelle quand même que la Turquie a été très officiellement, et d'ailleurs reste officiellement candidate à l'intégration à l'Union européenne. Je rappelle également que la Turquie touche des subsides tout à fait conséquents au titre de la proximité avec l'Union européenne. C'est un État bien sûr de l'Union européenne, mais extraordinairement proche, et en tout cas un État du Conseil de l'Europe. C'est également un État qui officiellement est allié dans le cadre de l'OTAN. À partir du moment où la Turquie ne respecte pratiquement plus rien du tout, et depuis un certain nombre d'années, du fond et de la forme, des valeurs, mais aussi des principes fondamentaux de l'OTAN et du Conseil de l'Europe, eh bien, si nous sommes unis, nous pouvons dire à M. Erdogan, ce n'est plus tolérable, et sur le plan commercial, économique et diplomatique, nous pouvons adopter de très sévères et de très réelles mesures de rétorsion. Alors, le projet aujourd'hui d'Erdogan, c'est d'instaurer une zone tampon, environ 30 km de large, au nord de la Turquie, avec une possibilité... au nord de la Syrie, avec la possibilité donc de pouvoir faire en sorte que les Kurdes soient repoussés. C'est aujourd'hui une zone tampon qui se construit avec, à minima, la complicité américaine. Oui, avec même, je dirais, l'inconséquence, sinon l'irresponsabilité américaine. Ce sont des termes forts, je les emploie et je les assume. Je pense que là, nous avons une incompétence totale sur le plan tactique et stratégique. C'est franchement pas nouveau. Monsieur Trump nous en avait donné plusieurs illustrations. Là, je veux dire qu'il fait très fort. Non seulement abandonner ses seuls alliés sur le terrain, je veux dire des gens qui ont été les fantassins face à Daesh, qui a été l'ennemi public numéro 1, à juste titre d'ailleurs, et pas seulement pour l'Occident. Pendant plusieurs années, d'une part. D'autre part, permettre à la Turquie de faire à peu près ce qu'elle veut dans la région. Et ça, tactiquement, c'est une véritable erreur. La Turquie est un État indépendant, tout à fait souverain, et qui a le droit de se protéger contre le terrorisme. Sauf que la fameuse zone tampon que vous évoquez à juste titre il y a un instant, elle est composée quasi exclusivement de civils. Alors tous les civils kurdes ne sont pas des terroristes. Par ailleurs, le groupe armé dont on a parlé tout à l'heure avec M. Frédéric Tissot a parlé, n'est pas le PKK. Autrement dit, ce n'est pas sont les YPG. C'est ça, qui ne sont pas considérés comme des terroristes, en tout cas par aucun pays au monde, sauf la Turquie. Donc, si vous voulez, le PKK, lui, qui est un mouvement marxiste séparatiste qui effectivement a perpétré des violences depuis 1984 en Turquie. Petit mouvement. Oui, c'est un petit mouvement, et surtout, il est quasiment absent de cette région. Autrement dit, la légitimation, enfin l'argument censé légitimer l'offensive de M. Erdogan, cet argument ne tient pas aujourd'hui. Frédéric Tissot, vous voulez réagir ? Tout à fait, non. Erdogan se trompe complètement, de toute façon, sur les forces en présence. Et j'espère que l'Europe, après tout ce qui a été dit, se montrera unie. Frédéric Ancel, il y a malgré tout une logique chez Donald Trump, c'est qu'il a une opinion publique à satisfaire et des élections, c'est peut-être ce qui explique ce revirement, puisqu'on s'est servi des Kurdes contre Daesh, et aujourd'hui, cette décision, qui est une décision terrible pour les Kurdes, on en voit le résultat, elle vise tout d'abord à servir des objectifs de politique intérieure. Non seulement de politique intérieure, mais de politique électorale. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la politique intérieure, vous avez les intérêts bien compris de l'État aux destinées duquel vous présidez. Bon, lorsque vous êtes en l'occurrence le chef de l'État. Mais là, M. Trump a retiré ses troupes pour ne pas prendre le risque de voir revenir le moindre cercueil de soldats américains au début d'une campagne électorale. Alors on peut parfaitement légitimer le fait que M. Trump ne veuille pas que des soldats américains se fassent tuer ou blesser. Or, ça ne s'est pas produit ces dernières années pour une raison très simple. Les Turcs
ne se risquerait en aucun cas à intervenir militairement dans une région où il risquerait de tuer ou de blesser seulement des soldats américains. Et par conséquent, en décidant de se retirer, eh bien, c'était non seulement la voie ouverte, le feu vert, et bien évidemment une forme de compromission lamentable. Bon, je vais quand même essayer de me faire un peu l'avocat du diable. Et quel diable, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de Donald Trump. Et on dit habituellement que les États n'ont pas des amis, mais des intérêts. L'intérêt turc, aujourd'hui, prime peut-être pour les États-Unis sur l'intérêt kurde. Alors oui, parce que la Turquie est un allié donc, de l'OTAN, on l'a rappelé, et un allié considéré comme puissant, avec une armée de plus de 700 000 hommes et des matériels très, très, très importants, et pour cause, achetés essentiellement aux États-Unis. Simplement, moi je pense que le calcul géopolitique n'est pas le bon, parce que la Turquie tirait toute sa valeur, toute la valeur de sa puissance présumée lorsque l'URSS existait. Ça ne vous aura pas échappé, l'URSS n'existe plus. Et même s'il y a une rivalité entre la Russie et les États-Unis, ça ne nous aura toujours pas échappé que ces dernières années, il y a une alliance, on va dire, une coopération tactique, peut-être pas pérenne mais tactique, de la Russie et de la Turquie. Bref, M. Trump, aujourd'hui, se trompe lourdement en permettant à un allié qui, en réalité, est allié, surtout sur le papier, qui n'en respecte plus grand-chose de l'alliance au sein de l'OTAN, de prendre une part très, très importante en termes d'expansionnisme dans la région. D'abord parce que ça va crisper les relations avec l'Iran, et l'Iran risque de vouloir intervenir davantage encore dans son hinterland syrien, en quelque sorte. Et puis, regardez ce qui est en train de se passer. La Syrie, aujourd'hui, Bachar el-Assad revient, en quelque sorte, en grâce avec les Russes derrière. Alors, on va reparler ensuite de la manière dont ça réorganise l'échiquier régional, mais toujours pour demeurer dans les logiques que Trump poursuivrait, il y a l'isolationnisme américain qui là a été annoncé, qui peut être poursuivi dans le fait de lâcher les Kurdes, à ceci près qu'en lâchant les Kurdes, il perd l'un des premiers soutiens que les États-Unis avaient dans la région. Oui, et le soutien principal face à Daesh. Autrement dit, si demain l'État islamique devait reprendre du poil de la bête en quelque sorte, ce serait très concrètement à cause de la politique de M. Trump dans la région. Et ça, pour le coup, il risquerait, et ses alliés risqueraient d'y perdre beaucoup, puisque Daesh avait tenté bien évidemment de frapper à plusieurs reprises les alliés des États-Unis dans la région. Je pense à la Jordanie, je pense à l'Arabie Saoudite. Ce qui pose un vrai problème, là pour le coup à l'échelle régionale, puisque qui sont les alliés qui vont croire les États-Unis aujourd'hui, maintenant que les Kurdes ont été lâchés, Frédéric Ancel? La réponse est dans la dimension ironique de votre question. C'est-à-dire que si vous ne... il y a toujours un coût, et parfois un coût extrêmement exorbitant, à lâcher ses alliés. D'abord, c'est un coup moral et c'est un coup politique parce qu'effectivement, vos autres alliés déjà effectifs ou qui seraient tentés de le devenir vont se méfier. Et surtout, vis-à-vis de vos adversaires ou de vos ennemis, vous perdez en crédibilité. Et moi, j'ai toujours considéré que la puissance vous oblige. Elle confère de la responsabilité. Et la responsabilité, elle est notamment visible et elle est palpable avec vos alliés. Alors, maintenant, la situation est un peu invraisemblable. Il faut que l'on explique ce qui est en train de se passer pour les auditeurs. Donc on a cette bande de 30 km qui est au nord de la Syrie, sud de la Turquie, avec là la possibilité pour Erdogan de chasser les Kurdes, autrement dit les YPG de cette zone-là, avec une manière de les prendre en tenaille entre d'un côté les forces turques et les forces syriennes, avec des forces qui ont été les FDS, qui là aussi, Frédéric Ancel, ont joué un rôle important pendant cette guerre. Oui, perdu pour perdu, les chefs kurdes du Rojava, cette région c'est le Rojava, cherchent effectivement maintenant le soutien de ce qui reste de l'armée syrienne, parce qu'elle est quand même très exsangue après 7 ans de guerre, et le soutien éventuel de la Russie qui, sans coup férir, est en train de tirer les marrons du feu. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est pour vous dire à quel point les Kurdes craignent comme la peste l'armée turque. Mais alors c'est quand même très paradoxal, il faut insister là-dessus, puisque là, a priori, les Russes, et on a eu d'ailleurs cette preuve ce week-end, le New York Times l'a expliqué, ce sont les Russes qui ont décimé ces populations-là.
Oui, enfin c'est un faux paradoxe, hein, vous le disiez, les États n'ont que des intérêts, hein, c'est Hegel, et Nietzsche ajoutait les États sont les plus froids des monstres froids, la Russie peut-être en particulier aujourd'hui dans la région. Donc effectivement, sans perdre un seul homme, ni un centime, et j'ai envie de dire, les Russes sont en train de tirer les marrons du feu en maintenant au pouvoir Bachar el-Assad, en laissant les Turcs prendre cette zone qu'ils convoitent indûment, hein, en droit international, je le rappelle, et tout en leur disant, écoutez, vous n'allez quand même pas trop loin parce que je ne veux pas que les Kurdes soient totalement chassés. Et ça vérifie cette règle dans cette région un peu compliquée. Les amis de mes amis ne sont pas mes amis, puisque en fait on se retrouve avec d'un côté l'armée turque, de l'autre côté l'armée russe. A priori, ils devraient être alliés, ils ne le sont pas. Non, ils ne le sont pas, et ça fait des années que j'alerte sur la prétendue alliance pérenne de la Turquie et de la Russie. D'abord, c'est une alliance entre Lilliput et Gulliver. C'est-à-dire, très concrètement, dans la région, si M. Poutine tape du poing sur la table, M. Erdogan ne peut pratiquement rien faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on oublie systématiquement le Caucase. Alors, je ne voudrais pas complexifier l'affaire, mais le Caucase, ça se situe un petit peu au nord-est de la région dont on parle aujourd'hui. Et là, pour le coup, la Russie soutient l'Arménie, qui est très officiellement en guerre avec l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Donc on comprend bien que de toute façon, dans cette région très importante, hein, notamment sur le plan énergétique, Ankara et Moscou ont des tactiques, des stratégies et des objectifs radicalement différents. Donc j'ai toujours considéré, et on est en train, me semble-t-il, de le voir aujourd'hui, qu'en Syrie, au fond, la Turquie et la Russie n'étaient que des partenaires tactiques provisoires et qu'aujourd'hui, ils vont se retrouver face à face. D'où cette question, est-ce que finalement, l'espoir pour les Kurdes, aussi étonnant que cela puisse paraître, ne pourrait pas venir tout simplement des Russes aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça vient des Russes, mais vous vous rendez compte moralement du problème que ça nous pose à nous autres Occidentaux, hein. Nous avons été les alliés des Kurdes, ça a été très bien rappelé par monsieur tout à l'heure. Frédéric Tissot. Oui, la Société des Nations, dès les années 20, s'intéresse aux Kurdes qui sont aujourd'hui entre 35 et 40 millions et qui n'ont toujours pas d'État. En 1945, l'ONU reconnaît un État kurde qui va exister pendant 1 an avant d'être effectivement, naturellement, j'allais dire, détruit par les États souverains sur lesquels se trouvent les Kurdes. Une réaction, Frédéric Tissot ? Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement que Vladimir Poutine n'a pas oublié le chasseur russe qui avait été détruit par les armées turques. Et je pense qu'au bon moment, il s'en souviendra. Frédéric Ancel, on continue cet échiquier régional qui devient assez complexe du fait de la volte-face américaine, qui n'est pas la première volte-face. Il y a déjà eu une volte-face en Syrie. Trump a dit qu'il dégageait ses soldats de la zone avant de faire machine arrière parce qu'il ne pouvait pas aller complètement dans ce sens. Et aujourd'hui, finalement, cette politique américaine qui consiste à des fins électorales, dites-vous, de ne pas avoir de soldats américains sur cette zone, elle conduit quand même à des résultats assez paradoxaux. Parce que si on prend l'autre pion de l'échiquier, autrement dit l'Iran a aujourd'hui une partie du Golfe sous son emprise, alors que Donald Trump considère que l'Iran est son ennemi principal. Il considère surtout que l'Arabie Saoudite est son client principal. Je ne suis même pas certain que M. Trump sache placer l'Iran sur une carte. Je ne voudrais pas être désobligeant, mais en 2017, lorsqu'il effectue son premier voyage en Arabie Saoudite, les Saoudiens lui disent le Qatar est un trublion, ce qui d'ailleurs entre nous soit dit est tout à fait exact, et il faut établir un blocus contre le Qatar. M. Trump demande une carte pour savoir où se trouve le Qatar. Donc ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux relations internationales, et par ailleurs il a organisé son incompétence. Regardez à quel point tout autour de lui, les conseillers affaires étrangères et défense ont démissionné les uns après les autres, parfois au bout de 24 heures, constatant le marasme qui se trouvait à la tête de la Maison-Blanche. Donc l'Iran, M. Trump est contre l'Iran, oui, enfin il est surtout en faveur de l'Arabie Saoudite. Je rappelle que l'Arabie Saoudite en 2017, lorsque M. Trump va effectuer son premier voyage, passe un accord d'achat, fait une promesse d'achat à hauteur de 130 milliards de dollars de matériel militaire américain sur les toutes prochaines années. Lorsque vous savez que l'industrie d'armement américaine fonctionne à plein et qu'elle embauche des centaines de milliers de personnes et que nous sommes de nouveau en campagne électorale, comme d'ailleurs presque toujours aux États-Unis, vous comprenez mieux pourquoi M. Trump suit quasi systématiquement ce que souhaitent faire les Saoudiens. Bon, il n'a peut-être pas en tête la géographie du Golfe, mais en tout cas, il a en tête une politique bien précise, puisqu'il explique qu'il faut faire mieux que ce que faisait l'administration Obama en augmentant les sanctions contre l'Iran, que l'Iran va plier. Donc, il désigne l'Iran comme ennemi et
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le Golfe? C'est l'Iran qui a la maîtrise et la possibilité de régler la situation selon son bon plaisir. C'est un petit peu exagéré. L'Iran, en tout cas, résiste bien aux pressions, ça c'est le moins qu'on puisse dire. L'Iran, sans intervenir directement, ou alors en faisant très bien semblant, utilise effectivement des groupes ou des États majoritairement chiites, dans le cadre de cette politique pan-chiite, en fait, pro-iranienne en réalité. Ça va du Hezbollah au Houthi en passant par l'Irak aujourd'hui, et sans coup férir, sans avoir perdu beaucoup d'hommes. Ils ont perdu quelques centaines en Syrie, mais enfin c'est pas énorme au regard de l'armée iranienne. Les Iraniens, vous avez raison, résistent bien, mais attendez, là aussi, ils sont forts de la faiblesse des Saoudiens, qui manifestement ne savent pas faire la guerre, même avec des armes américaines, et d'un retrait américain qui avait commencé avec Obama et qui s'avère catastrophique. Et oui, parce qu'en fait, ce que l'on a appris récemment, ce que l'Arabie saoudite a appris à son détriment, c'est que des armes relativement peu sophistiquées lancées contre l'Arabie saoudite pouvaient détruire 50% du potentiel pétrolier saoudien, tout cela malgré ces armes américaines dont vous nous vantez les mérites, Frédéric Ancel. Et dont les Saoudiens ne savent pas se servir. Et on le voit bien au Yémen, non seulement la manière de faire la guerre est immorale, mais ça on l'a dit à maintes reprises, et les ONG le disent systématiquement et avec raison, mais ils ne savent pas l'emporter sur des va-nu-pieds que sont les Houthis, et qui se trouvent à la frontière. Donc les rebelles Les rebelles pro-iraniens pour l'essentiel, à la frontière avec l'Arabie saoudite. Et si vous voulez, les Saoudiens ont tenté de jouer le rôle de gendarmes il y a quelques années, en tentant de se faire passer pour des Israéliens. Je veux dire par là, de dire aux Américains, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous faites votre fameux pivot, vous allez reléguer beaucoup de troupes vers le Pacifique, nous serons vos gendarmes. Bon, et les Saoudiens sont ridicules sur le plan militaire. Et ça, les Américains, je pense qu'ils ne l'avaient pas prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a vu finalement que le retrait américain mettait en danger le principal allié des Américains autour du Golfe, autrement dit l'Arabie saoudite, est-ce que finalement on ne pourrait pas imaginer que les Iraniens lancent une offensive, je ne sais pas moi, sur Tel Aviv par exemple? Est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser, alors on ne sait pas je crois si ce sont des drones ou des missiles qui ont été utilisés contre l'Arabie saoudite, on sait en tout cas que ce sont des armements relativement peu sophistiqués. Pourquoi finalement ne pas imaginer qu'ils frappent Tel Aviv? Parce que les Iraniens, avec tous leurs défauts, sont des gens extrêmement prudents sur le plan géopolitique. Khomeini est arrivé au pouvoir en 1979. Nous sommes en 2019. Jamais l'Iran n'a attaqué Israël. Ah ça, des drapeaux israéliens, ils en brûlent des dizaines de milliers pour un bilan carbone, d'ailleurs, à mon avis, catastrophique. Le Hezbollah n'a jamais attaqué... Attention, le Hezbollah a déjà guerroyé à la frontière libanaise avec Israël. En imposant des pertes sévères aux Israéliens. C'est vrai. Peut-être sur l'ordre des Iraniens, on n'en est pas sûr, parce que le Hezbollah a son agenda interne libanais propre, d'une part. D'autre part, les Israéliens, en 2006 et 2007, n'avaient pas non plus été très, très, très malins, en quelque sorte. Donc, c'est l'Iran elle-même est une puissance qui préfère, encore une fois, jouer une stratégie indirecte et ne pas frapper directement. J'ajoute que Téhéran sait très bien que si l'Arabie saoudite était officiellement attaquée par l'Iran, là, les États-Unis interviendraient massivement, car ils n'auraient pas le choix que de le faire. Bon, en tout cas, on voit dans quelle mesure cette décision américaine est en train de rebattre les cartes dans la région, avec aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut juger malheureux, mais deux pôles de stabilité, d'un côté Erdogan en Turquie et de l'autre Bachar al-Assad en Syrie, qui n'a jamais été aussi stable dans son territoire. Assad est au pouvoir, il restera au pouvoir grâce à la Russie et à l'Iran. Ça aujourd'hui c'est une certitude, mais au pouvoir sur quoi ? Il a le pouvoir sur quoi? Sur un pays totalement exsangue, il n'a plus réellement de souveraineté. Ce n'est pas lui qui tient d'abord les cordons de la bourse qui n'existent plus évidemment. Tout ça se passe à Téhéran et à Moscou. Donc oui, lui-même, sa famille, son clan, les Alaouites et un certain nombre de leurs alliés, oui, bien sûr, ils sont au pouvoir, mais sur un pays qui était extraordinairement appauvri, affaibli et qui n'est plus totalement souverain. Quel sort peut-on imaginer aujourd'hui pour les Kurdes dans ce contexte extrêmement compliqué? On a parlé donc des Kurdes de Turquie, il existe également des Kurdes en Irak, en Syrie, en Iran. Frédéric Ancel. Le meilleur qu'on puisse leur souhaiter qu'ils pourraient obtenir, c'est un statut d'autonomie.
au sein des pays dans lesquels ils vivent. Alors ça avait été refusé d'ailleurs par Assad en Syrie pendant très longtemps. En Iran, ça se passe un peu moins mal. En Turquie, ça a été catastrophique pendant des décennies, et ça le reste d'ailleurs pour l'essentiel. Et si vous voulez, et alors en Irak, ça marche. Mais ça a marché, entre parenthèses, grâce à l'intervention tout de même de la communauté internationale dès 91, lorsqu'il s'agissait de libérer le Koweït. Bon, là, les Kurdes d'Irak sont pour l'essentiel autonomes. Et ça marche relativement bien. Est-ce que la Turquie chez elle, est-ce que l'Iran chez elle, est-ce que la Syrie chez elle acceptera cette autonomie au moins culturelle, financière? C'est pas évident. Je pense que c'est le plus, c'est le mieux qu'ils pourraient obtenir. Parce que si les Kurdes souhaitent bâtir un État-nation souverain, et après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi n'en aurait-il pas le droit? Là, vous avez plusieurs États souverains qui éclatent, manifestement. Enfin, je veux dire, c'est bon. Avec peut-être le premier problème pour l'Irak? Pour l'Irak, de toute façon, l'Irak est déjà un pays largement éclaté, mais surtout, c'est le cauchemar géopolitique de la Turquie. C'est le cauchemar géopolitique qui, on l'a dit tout à l'heure, je crois, abrite, entre guillemets, 20 à 25 millions de Kurdes sur une population globale estimée à 90 millions de personnes. Et la force militaire des Kurdes irakiens, les Peshmerga, qui sont 5 à 6 fois plus importants numériquement que les YPG qui, eux, opèrent en Turquie et qui pourraient donc doter les Kurdes d'Irak d'une armée importante, Frédéric Ancel. Oui, elle existe d'ailleurs. Enfin, il y a en tout cas une milice, parce que ce n'est pas une armée nationale, parce qu'il n'y a pas d'État-nation kurde en Irak, mais enfin, il y a déjà une milice qui a très bien résisté à plusieurs assauts de l'armée irakienne, qui a résisté bien sûr à Daesh, et ça il fallait le faire quand même. On n'avait pas des enfants de cœur, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, vous vous en souvenez. Et par conséquent, on a la création, l'émergence et le développement d'une conscience nationale kurde. Et ça, d'un point de vue géopolitique, c'est fondamental parce que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, d'un point de vue géopolitique, mais d'un point de vue politique, en revanche, cela soulignerait peut-être les différentes nuances, voire les désaccords qu'il peut y avoir parmi les Kurdes. Oui, c'est vrai, des désaccords, des nuances très très fortes. Dans les années 70 et 80, des Kurdes se sont fait la guerre entre eux. Mais ça, après tout, ça a existé. Vous savez, des guerres fratricides, il y en a eu dans tous les, au sein de tous les peuples, je crois, depuis Sumer peut-être. Bon, donc aujourd'hui, il y a, et notamment depuis Kobané et la lutte très dure contre Daesh ces dernières années, dans une solitude assez importante, il y a eu, encore une fois, j'insiste, en géopolitique, c'est très important, l'émergence d'une représentation, au sens lacostien du terme, d'un peuple. C'est Yves Lacoste, pour mettre en géopolitique, bien sûr, et qui une conscience nationale qui pourrait effectivement un jour pousser l'ensemble des Kurdes, dans tous les pays dans lesquels ils vivent, à vouloir créer un grand État-nation kurde. Un dernier mot, Frédéric Tissot, un mot de conclusion. On sait à quel point vous êtes ému de la situation des Kurdes aujourd'hui. Oui, parce que je pense bien entendu aux personnes, comme je l'ai dit, et non pas à la communauté internationale. Ceux qui se battent et ceux qui combattent et ceux qui vont mourir, ce sont les Kurdes et énormément de civils. Ok, on n'a plus le temps. Un dernier mot. Oui, les Kurdes, c'est aussi l'illustration de ce que nous sommes, nous, Français, de ce que nous sommes, nous, Européens. C'est l'illustration de la manière dont nous allons développer notre future industrie d'armement, parce que nous devons être autonomes, sinon totalement indépendants, dans une région où manifestement les autres Européens ne nous suivent pas toujours. C'est le moins qu'on puisse dire. Mon dictionnaire géopolitique, c'est votre livre publié aux presses universitaires de France, Frédéric Ancel et Frédéric Tissot.